Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 9 septembre. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances à la famille du caporal-chef Amari Seyfeddine, tombé au champ d'honneur lors d'une opération de ratissage à Tipaza. La signature de plusieurs accords lors de l'IATF confirme que le continent avance vers une véritable intégration économique africaine. En parallèle, de nombreuses rencontres entre opérateurs économiques ont lieu, avec la ferme volonté de faire progresser la coopération économique africaine. Dans l'actualité internationale, François Bayrou a été renversé par l'Assemblée française. N'ayant pas obtenu la confiance des députés, il est désormais tenu de présenter sa démission. Et dans la bande de Gaza, les Palestiniens ne connaissent aucun répit. Les massacres commis par l'entité sioniste se poursuivent, faisant chaque jour des dizaines de victimes. Ce matin encore, pas moins de 25 Palestiniens sont tombés en martyrs. Bienvenue à tous. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a appris le décès du caporal-chef Amari Seyfeddine, tombé au champ d'honneur hier lors d'une opération de recherche de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipaza. Une opération qui a conduit à l'élimination de 2 terroristes. En cette triste occasion, le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du caporal-chef ainsi qu'aux membres de l'ANP, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Et en cette triste circonstance, le général de l'armée, Saïd Chengueriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances aux membres de la famille et proches du shahid et leur fait part de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder aux défunts shahids sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Cette opération, toujours en cours, a permis d'éliminer 2 terroristes et de récupérer un fusil mitrailleur de type FMK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une paire de jumelles ainsi que d'autres effets. Cette opération réitère la détermination et la vigilance de l'ANP dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité, ainsi que les efforts consentis sur le terrain par nos forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de sérénité dans l'ensemble du territoire national. Dans le volet économique et lors d'une séance de dialogue en marge de la foire commerciale intra-africaine qui se tient au Palais des Expositions des Pins Maritimes, l'ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de l'IATF, Olusegun Obasanjo, a salué le haut niveau ayant marqué la 4e édition de cette foire, qu'il a qualifiée d'exceptionnelle et qui atteint à chaque fois un niveau supérieur, contribuant à l'élargissement de la participation des pays africains et à la réalisation de progrès concrets. L'intervenant a par ailleurs mis en avant les efforts déployés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin d'assurer le succès de cet événement continental majeur. Je vous invite à l'écouter. Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit. Durant les 8 dernières années, 4 éditions de cette foire ont été organisées et à chaque édition, nous avons atteint un niveau supérieur. Cette édition a été exceptionnelle et d'un haut niveau. Je saisis cette occasion pour saluer les efforts déployés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin d'assurer le succès de cette édition dans l'intérêt de l'Algérie et de l'Afrique en général. Le continent africain, uni autour de partenariats concrets, d'investissements majeurs, avance vers l'intégration économique escomptée, une intégration dans laquelle l'Algérie joue un rôle clé en renforçant sa présence dans le continent et en affirmant sa place d'acteur majeur du développement africain. Malik Darahmoun et Raouf Hamouch. À travers l'IATF, l'Afrique affiche ses ambitions. Ici, les rencontres s'enchaînent, les signatures d'accords se multiplient et les chiffres traduisent une réalité.
Le continent veut construire son intégration économique et s'affirmer comme une puissance de demain. Le salon a également été l'occasion de concrétiser 6 accords commerciaux, représentant plus de 80 millions de dollars par an. Parmi eux, 2 nouveaux marchés stratégiques. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, les 4 autres accords ont permis de renouveler les partenariats déjà établis avec l'Égypte, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie. Ces accords ouvrent de nouvelles perspectives. Ils permettront l'entrée du produit Condor sur le marché mauritanien et au-delà sur l'ensemble du marché africain. C'est une grande fierté pour nous aujourd'hui d'avoir signé un accord avec le groupe Condor, un partenaire fiable, reconnu pour la qualité de ses produits. Il faut dire que l'Algérie s'est démarquée à l'IATF, sa force économique, ses infrastructures et surtout la confiance accordée à ses produits en ont fait un acteur clé de l'événement. Une position confirmée par les nombreux contrats signés avec ses partenaires africains. Comme vous le savez, le groupe Madar n'est pas seulement un groupe qui commercialise ses produits. Il finance, il investit, nous sommes là pour ça. Notre objectif est de contribuer à ce que toutes les entreprises algériennes aient les moyens, elles aussi, de se lancer dans la création de projets en Afrique. Nous assistons aujourd'hui au début d'une nouvelle dynamique. Plusieurs entreprises ont signé des accords qui viendront stimuler l'économie africaine, avec l'appui de la Banque africaine d'import-export. L'Algérie a toujours veillé à soutenir le développement des échanges et à renforcer la coopération régionale. Autant de signaux qui confirment que l'Afrique avance résolument vers son intégration économique et que l'Algérie entend y jouer un rôle de premier plan. Cette manifestation économique a également donné lieu à des rencontres bilatérales entre les représentants des différentes entreprises présentes, avec la ferme volonté de faire progresser la coopération économique africaine afin de répondre aux aspirations des peuples du continent. Ouidat Zerdoum et Amira Sefta. Près de 200 entreprises algériennes participent à la foire du commerce intra-africain pour exposer leurs produits et établir de nouveaux partenariats sur le continent. Grâce au partenariat que nous avons conclu avec notre partenaire ougandais, ce dernier sera le représentant de tous les produits de notre groupe dans son pays. Il en fera leur promotion sur son marché ainsi que sur les marchés des pays limitrophes. En échange, nous nous engageons à importer la matière première, en l'occurrence le café, dont il est le fournisseur. Il s'agit d'un échange commercial gagnant-gagnant. Le groupe algérien exporte ses produits en Ouganda et nous exportons notre café en Algérie. Les rencontres B2B favorisent le dialogue direct entre les opérateurs économiques africains. Avec notre partenaire du Rwanda, nous avons pu trouver un terrain d'entente pour établir une coopération win-win. Elle sera notre point de référence sur le marché rwandais et assurera la commercialisation de notre produit. Parmi les avantages de cette rencontre bilatérale, il y a le gain de temps pour accéder au marché et les présenter à différents opérateurs économiques africains. Dans le cadre des réunions B2B, nos collègues techniciens ainsi que le département commercial ont discuté avec nos homologues africains de plusieurs thématiques. Trouver des solutions adaptées et créer des opportunités pour partager nos expertises. Ces rencontres bilatérales sont essentielles pour développer les partenariats qui justifient notre présence aujourd'hui. Un espace qui réunit plus de 2000 exposants et qui s'inscrit dans la vision de l'Algérie qui est d'édifier une économie africaine intégrée. Et parmi les produits ayant retenu l'attention des visiteurs de la foire commerciale intra-africaine, la plateforme numérique Africa Trade Gateway, fruit d'une coopération entre la Banque africaine d'import-export et l'ASLECAF. L'objectif est d'offrir des services, de sécuriser les paiements et de promouvoir le commerce intra-africain. Walid Yosfi. À l'IATF 2025, un outil attire particulièrement l'attention, l'Africa Trade Gateway. Une plateforme numérique conçue exclusivement pour les pays du continent africain avec un objectif clair, sécuriser les paiements et faciliter les échanges commerciaux. C'est une formidable opportunité de créer des synergies entre les entreprises africaines. Concrètement, en tant qu'investisseur, si je souhaite collaborer avec une entreprise particulière sur le continent, j'ai accès à tous les détails la concernant sur la plateforme ATG et l'équipe d'Afreximbank aura déjà réalisé les vérifications nécessaires. Jusqu'à présent, plus de 25 pays africains sont déjà membres de l'ATG.
ainsi que de grandes banques. 2 pays africains peuvent ainsi commercer dans leur monnaie locale. Par exemple, un fabricant algérien de vestes met ses produits sur la plateforme. Un acheteur nigérian paye en naira, son compte est débité en naira sur le système. Puis la plateforme crédite le fournisseur algérien en dinars algériens. Je pense que c'est très intéressant, même l'outil de paiement où la carte est imprimée par exemple en Algérie ou un autre pays de la ZLECAf et qui peut être utilisé n'importe où ailleurs. Donc mettre en contact et rendre international des banques locales. C'est donc une solution qui relie investisseurs, fournisseurs, entreprises, start-up et même les banques, créant ainsi un écosystème dynamique au service des affaires. Il y a de nombreux avantages à cela. Toute société de services financiers qui envisage d'opérer à l'intérieur du continent africain à travers différents pays y trouve un intérêt. Et je crois qu'en tant qu'Africains, nous devrions regarder vers l'intérieur et privilégier le commerce entre nous. Cela permet d'éviter les pertes, notamment celles liées au taux de change, puisque les monnaies locales peuvent être échangées directement entre nous. C'est extrêmement intéressant la manière dont la plateforme ne cherche pas à supprimer des barrières, mais plutôt à les contourner. C'est une chose qui a été dite, c'est que l'Afrique est un continent relativement homogène, mais séparé en 54 États qui sont, eux, assez hétérogènes dans leur manière de fonctionner. Et donc, toute initiative qui peut aller dans le sens d'un décloisonnement, je dirais, est bienvenue. Avec l'Africa Trade Gateway, le continent se dote d'un outil moderne et fiable, pensé pour accompagner son développement et stimuler les opportunités d'affaires. Parmi les secteurs stratégiques considérés comme de véritables leviers économiques figure l'industrie pharmaceutique, un domaine qui, à l'occasion de l'IATF 2025, a mobilisé une vingtaine d'opérateurs africains avec l'ambition de développer de réels projets de coopération et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation pour les opérateurs nationaux. Badia Amarni. À la foire du commerce intra-africain, l'industrie pharmaceutique s'est taillée la part belle avec la participation de nombreux industriels venus de tout le continent chercher des opportunités d'affaires. Les entreprises algériennes estiment que cet événement est une aubaine pour nouer des partenariats stratégiques. À travers ces rencontres, nous souhaitons élargir les partenariats pour la distribution de nos produits et l'accompagnement des pays africains dans leurs projets industriels dans le domaine pharmaceutique. Nous sommes ici à la foire pour faire des affaires. Nous avons signé des contrats avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et le Kenya. Nous souhaitons conclure d'autres contrats. Pour le moment, des contrats d'une valeur de 400 millions de dollars sont signés. D'ici le 10 septembre, nous espérons en signer d'autres. Cette foire est une très bonne opportunité pour l'Algérie qui a un grand potentiel. Il existe 645 unités de production pharmaceutique en Afrique, dont 27% en Algérie, soit 218 unités. L'Algérie peut devenir une locomotive de l'Afrique dans ce domaine. Des experts et des représentants de pays africains estiment que la production pharmaceutique en Algérie enregistre des avancées, notamment sur le plan de la qualité et de la diversité des produits. L'industrie pharmaceutique en Algérie est très dynamique. C'est un secteur important bien maîtrisé. Nous avons échangé avec les professionnels du domaine et constaté que ce secteur peut devenir compétitif en Afrique. Il y a des opportunités énormes à saisir dans ce secteur au service du continent. But it can do more when it comes to trade. And I think that there's a lot of opportunity for Algerian medicines to be very useful all over Africa and to have an impact, basically. So I think that there's a lot of opportunity there. La production pharmaceutique algérienne se développe de plus en plus ces dernières années. D'ailleurs, des opérations d'exportation ont été effectuées par les entreprises nationales, notamment vers l'Afrique. Et l'industrie pharmaceutique algérienne a réalisé des progrès notables pour répondre à la demande locale et réduire la dépendance aux importations. L'exemple à Sidi Bel Abbès avec une usine spécialisée dans la fabrication de formes sèches, notamment des médicaments de cardiologie, de diabétologie et des antibiotiques, avec une capacité dépassant les 20 millions d'unités par an. Raouf Hamouch. Dans la zone industrielle de Sidi Bel Abbès, une entreprise privée s'illustre dans la production de formes sèches de médicaments, contribuant ainsi à répondre à la demande locale et nationale.
Parmi les médicaments produits par l'entreprise, des traitements contre le diabète, des médicaments pour le cœur, des antibiotiques, mais aussi certains compléments alimentaires. La capacité de production est de 20 millions de boîtes par an. Pas moins de 8 produits pharmaceutiques sont fabriqués ici. Passons par les différentes étapes de la ligne de production. Tous les produits sont soumis à un contrôle rigoureux au niveau du laboratoire d'analyse. Nous veillons à ce que nos produits répondent entièrement aux normes en vigueur. Nous contrôlons chaque produit en effectuant des analyses pour vérifier sa conformité aux normes internationales. Le produit passe par 3 étapes d'analyse. D'abord celle de la matière première, ensuite celle du produit en cours de fabrication et enfin l'analyse du produit fini. L'entreprise envisage d'élargir son projet avec la production de comprimés effervescents et de médicaments en sachet. Nous ambitionnons également de contribuer efficacement à atteindre l'autosuffisance locale et nationale en matière de médicaments, tout en offrant des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. De la matière première jusqu'au produit fini, cette entreprise illustre une ambition claire. Fabriquer en Algérie pour soigner en Algérie. Avec à la clé un double défi, garantir une autosuffisance pharmaceutique et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment la fabrication de médicaments innovants. Dans l'actualité internationale, le gouvernement de François Bayrou a été renversé sans surprise. Les députés ne lui ont pas accordé leur vote de confiance, une situation qui risque de replonger le pays dans la crise politique. Afaf Belrouchet. Il a voulu donner à sa chute des accents d'histoire. Devant les députés, François Bayrou a opposé les chamailleries du quotidien aux responsabilités de l'avenir. Les questions politiques, ce sont celles qui concernent les partis, les rivalités des uns avec les autres et les questions de pouvoir. Les questions historiques, ce sont celles qui concernent les peuples et les nations. Un procédé connu s'élevait au-dessus des partis pour parler au nom de la grande histoire. Mais dans une assemblée fracturée, ce ton professoral sonne comme un reproche et réveille aussitôt les rancœurs. Votre décision, courageuse à entendre certains, n'est en fait, à nos yeux, qu'un péché d'orgueil. Tel le soldat Ryan, il vous faut sauver le président Macron. Vous serez donc ainsi le 4e en 3 ans à tomber pour épargner le responsable, le principal responsable de nos malheurs. Se succédant au perchoir, c'est toute la gauche qui regarde vers la même direction. Derrière Bayrou, c'est Emmanuel Macron qu'elle vise, l'accusant d'avoir conduit le pays à l'impasse. Mais il n'est qu'un responsable à la crise, à la débâcle, au désordre de notre pays. Le président de la République et avec lui ces épigones aveugles dont vous êtes, monsieur le Premier ministre, le premier apôtre. Comment pourrions-nous vous faire confiance alors que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Pour vous, le futur n'existe pas, car vous sentez bien que vous appartenez au passé. Impopulaire, minoritaire, détesté, le macronisme ne gouverne plus que par la peur. Quant aux écologistes, ils traitent l'épisode comme un non-événement, déjà tourné vers l'après. Ils profitent de la tribune pour esquisser leur propre politique générale. Votre départ est un soulagement. Il serait presque une satisfaction s'il n'était pas accompagné de l'incertitude de la suite. Car le sujet du jour n'est pas tant votre gouvernement que ce qui adviendra dans les prochains jours. Et François Bayrou aura beau dramatiser la dette, en faire une hémorragie invisible, une menace de servitude nationale. Mesdames et messieurs les députés, c'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie. Mais rien n'y fait. À droite, les Républicains s'alignent sur la ligne dure de Bruno Retailleau, même si Laurent Wauquiez choisit de voter personnellement la confiance, révélant ainsi la fracture de son propre camp. L'extrême droite, elle, lâche Bayrou. Avec les blocages annoncés, c'est dans la rue qu'elle voit désormais son avantage et appelle à la dissolution de l'Assemblée. Le Premier ministre avait promis de sauver le navire, mais la métaphore sonne creux dans un hémicycle qui pense déjà à l'après. Bayrou voulait marquer l'histoire, il laisse seulement l'image d'un homme seul, contesté par tous. Et justement, la presse française est largement revenue sur la défaite du gouvernement Bayrou. Les détails avec Afaf Belrouchet. Ils n'ont pas eu besoin de se concerter, mais les journaux du matin en France parlent d'une seule voix. François Bayrou est tombé et c'est toute la Ve République qui vacille. Libération, titre à boulet rouge, Super Trump, 194 pour, 364 contre. L'humiliation est gravée dans les chiffres. L'humanité enfonce le clou. La banqueroute du macronisme pour le quotidien rouge.
Ce n'est pas seulement Bayrou qui a coulé, mais c'est l'obstination d'Emmanuel Macron à sauver un modèle épuisé. Le Figaro et le Parisien, plus sobres, décrivent une assemblée gagnée par la lassitude. On renverse des gouvernements comme on change de décor. À force, l'extraordinaire est devenu banal. Mais l'économie, elle, ne banalise rien. Les Échos et la Tribune sonnent l'alarme. Déficit public qui file à 6,1% du PIB, 50 milliards de dépenses en plus d'ici 2026, menace de dégradation par Fitch. Pendant que l'hémicycle joue au billard, les marchés comptent les euros. Face à ce chaos, chacun son coup de menton. Le Monde voit Macron accroché à son flou et redoute le mouvement du 10 septembre, ce bloquant tout qui monte des réseaux sociaux comme une rumeur de fièvre. La Croix, elle, fidèle à sa vocation, tente de trouver des issues, 10 voix pour décrisper la France, du cardinal Bustillo au diplomate González, comme si un peu de sagesse pouvait calmer la tempête. Et pendant ce temps, l'opinion ricane. François Bayrou chute au suivant, comme une farce qui se répète, un vaudeville républicain où Matignon devient une chaise musicale, oui, mais avec des couteaux sous les sièges, car ce matin, une chose est sûre, Bayrou est parti, mais la crise, elle, reste, et c'est à Emmanuel Macron, seul au centre de la piste, de danser sans orchestre. Rappelons que François Bayrou doit remettre à la mi-journée à l'Elysée sa démission au président de la République, qui en a déjà pris acte. Il va ensuite expédier les affaires courantes en attendant un successeur. Le 5e Premier ministre depuis le début du quinquennat en 2022, du jamais vu dans une 5e République entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution en juin 2024. Toujours à l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les Marocains dénoncent la marginalisation et l'absence d'infrastructures de base. Quant à la politique de normalisation, largement rejetée, elle est perçue par le peuple marocain comme une véritable trahison de la cause palestinienne. Mohamed Qais et Meriem Damis. Au Maroc, la misère sociale ne cesse de gagner du terrain. Depuis des décennies, les populations dénoncent la marginalisation, l'absence de perspective et la perte de dignité. Les protestations dénonçant la cherté de la vie et la politique de normalisation avec l'entité sioniste, largement rejetée par le peuple, se multiplient. Des réalités amères témoignent de cette détresse, des régions entières enclavées, privées d'eau potable et d'infrastructures de base, où les habitants peinent à survivre dans des conditions de plus en plus insoutenables. Ils vont nous expulser de nos maisons sans nous indemniser. Nous allons nous retrouver à la rue, sans foyer et sans emploi. Dans un pays subissant l'emprise des lobbies politiques et économiques, un processus de paupérisation rapide des classes dites moyennes s'est engagé depuis longtemps au Maroc. Alors que les classes populaires perdent tout espoir de sortir de la pauvreté et de connaître une amélioration de leurs conditions de vie, dans les régions oubliées, comme Bni Mellel et Ouarzazate, la misère reste alarmante et les besoins les plus élémentaires peinent à être satisfaits. La crise sociale qui secoue le Maroc est aggravée par la corruption des élites, l'arrogance des gouvernants, la répression acharnée et l'assujettissement du Marzan à l'entité sioniste. Une souffrance quotidienne que les Marocains ne cessent de dénoncer, réclamant dignité, justice sociale et un avenir meilleur. Dans la bande de Gaza, le génocide perpétré par l'armée d'occupation sioniste ne cesse de faire de nouvelles victimes. Ce matin, au moins 25 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement visant une maison située à l'ouest de l'enclave palestinienne. En même temps, l'armée d'occupation sioniste poursuit ses bombardements systématiques sur l'ensemble du territoire, aggravant la souffrance des habitants et les poussant à fuir sans trouver le moindre endroit sûr où se réfugier. Wissam Abou Zaid et Badia Amarni. Patients se sont abattus sur cet immeuble entraînant des morts et des blessés. Ce n'est ni le premier ni le dernier bâtiment qui subit ou subira ce sort. Tant que la machine de guerre sioniste poursuit son processus destructeur, le sort des Palestiniens reste le même. Ils subiront la mort, la faim et la soif, la peur et l'errance.
Comme vous le voyez, tout s'est effondré autour de nous. Les bombardements n'ont pas ciblé uniquement les bâtiments mais aussi les tentes de fortune servant d'abri aux Razaouis contraints en déplacement d'un endroit à un autre. Ils vivent dans des conditions désastreuses. C'est le cas de ce Razaoui qui se retrouve à la rue avec sa famille. Mes voisins et moi, nous nous retrouvons sans abri. 14 tentes sont détruites. Dieu est grand. Cet exemple n'est pas isolé. Des milliers de familles vivant sous les tentes sont ciblées par les bombardements qui ne sont pas près de s'arrêter. Ils sont contraints d'aller à la recherche d'un nouveau refuge, sachant pertinemment qu'aucun endroit n'est sécurisé dans la bande de Raza. Cette terre est la nôtre. Je reste ici, au sud, à Zaytouna. Nous n'avons ni les moyens de subsistance, ni un endroit sûr où aller. Je préfère la mort au déplacement forcé. Depuis des décennies et depuis la Nakba, la tragédie palestinienne se poursuit. L'occupant sioniste tente encore de déplacer les populations razaouis. Peine perdue car il fait face à une résilience sans précédent du peuple palestinien. Retour dans le pays avec ce match entre l'Algérie et la Guinée, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match s'est achevé sur un score de 0 partout, un résultat qui permet tout de même au Fennec de se rapprocher un peu plus d'une qualification au Mondial 2026. Les Verts devront s'imposer lors des 2 prochaines rencontres face à la Somalie et l'Ouganda. Ramzi Mhamdi. Les Verts se contentent du point du nul face à la Guinée en match comptant pour la 8e journée du groupe G. Une rencontre qui était compliquée certes face aux Guinéens, mais les Algériens qui devront hausser leur niveau de jeu lors des 2 prochains matchs gardent leur chance intacte de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les partenaires de Mahrez qui comptent désormais 4 points d'avance, soit 19 unités contre 15 sur l'Ouganda et le Mozambique qui ont pris le dessus face respectivement à la Somalie et le Botswana, devront faire le plein d'abord à Kampala et composter leur billet pour le mondial à domicile contre l'Ouganda le mois d'octobre prochain lors de la 9e et 10e journée devant leur public. Et on termine ce journal avec un métier pas comme les autres, la fabrication d'instruments de musique traditionnels. Du ney au gombri, Selem perpétue un savoir-faire ancien menacé par la modernité. Dans son atelier, patience et passion donnent vie à des instruments qui semblent sortir d'un autre temps. Majda Jahmoun. Dans le silence de son atelier à Tindouf, seules résonnent les notes du bois que Selem façonne des heures durant avec amour et passion pour donner vie à des instruments de musique comme le ney et le gombri, un savoir-faire ancestral que l'artisan maîtrise à la perfection. Pour fabriquer mes instruments, j'utilise le tronc d'arbre en entier et non pas des bouts de bois assemblés. En regardant mon tronc, je peux savoir combien d'instruments il me permettra d'en fabriquer. Je sculpte donc la caisse de résonance dans un seul bloc de bois et ce n'est qu'après que je procède à sa découpe. Quitte à obtenir des instruments de différentes dimensions, même de petite taille, cette méthode me simplifie la tâche. Mais Selem ne se contente pas de fabriquer des instruments. Il transmet aussi son savoir aux jeunes de Tindouf. Convaincu que la préservation du patrimoine immatériel commence par la sauvegarde des outils qui le font vivre, il initie les nouvelles générations à cet art ancestral. J'appelle tous les artisans à préserver notre patrimoine culturel, qu'il s'agisse d'instruments, de cuivre ou de toute autre pièce d'art liée à notre héritage. Nous n'allons pas nous enrichir avec ce métier, le perpétuer est notre plus grande richesse. Les générations futures doivent impérativement l'apprendre. Mon fils, par exemple, bien qu'il soit très jeune, s'y intéresse grandement. C'est pourquoi, avec la directrice de la Chambre de l'artisanat, nous avons déjà programmé une session de formation. Un métier de plus en plus rare qui doit pourtant suivre au temps car il est essentiel pour que le patrimoine de Tindouf continue d'exister autrement que dans les livres.
la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.